Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de greffe de cheveux en Turquie. Car oui, vous le voyez à ma tête, je n'ai pas la tête habituelle. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai fait une greffe de cheveux en Turquie. Et dans cette vidéo, je vais vous faire en fait un point complet. Je vais tout vous raconter sur mon expérience de greffe de cheveux en Turquie. Alors tout d'abord, je tiens à vous le dire, cette vidéo sera assez longue. L'idée, c'était de faire une sorte de reportage en quelque sorte sur la greffe de cheveux en Turquie. Cette vidéo sera chapitrée en plusieurs parties, comme ça vous pourrez aller aux parties qui vous intéressent le plus. Voilà, donc je vais prendre le temps de vous parler de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, de vous parler de avant l'opération, pendant l'opération, et puis les semaines après l'opération, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, et vous faire un récapitulatif quasiment 2 mois après la fin de l'opération, car nous sommes fin juillet au moment où j'enregistre cette vidéo et j'ai effectué ma greffe de cheveux fin mai. Mais juste avant qu'on commence cette première partie, je tenais à faire un disclaimer. En fait, il ne faut pas oublier qu'une greffe de cheveux est un acte de chirurgie. C'est quand même une opération, un acte de chirurgie qui peut être parfois lourd avec parfois aussi des conséquences. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se mesure et en aucun cas je vous incite à faire cette opération. Moi dans mon cas j'ai préalablement beaucoup réfléchi avant de la faire. Ça a été même une réflexion sur plusieurs années pour enfin franchir le pas. Mais en aucun cas, je tiens à le dire, je ne vous incite pas à faire cette opération dans cette vidéo. Je vais en fait tout simplement vous donner mon retour d'expérience, vous partager tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, ce n'est pas du contenu habituel sur ma chaîne YouTube, c'est du contenu exceptionnel. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, je parle principalement de business en ligne, de liberté. Voilà, je tenais aussi à remettre ça un petit peu dans son contexte. Et non, je ne vais pas faire une chaîne YouTube où je parlerai que, je sais pas, d'opérations ou de trucs du genre. Donc c'est parti, eh bien on va commencer dès maintenant par la première partie de cette vidéo, c'est la chute de cheveux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le pourquoi, du comment les hommes ont de la calvitie, je vous invite à aller voir des spécialistes qui sauront beaucoup mieux vous renseigner que moi, car ce n'est pas du tout, évidemment, vous le savez, mon domaine d'expertise. On a souvent tendance à assimiler chute de cheveux et calvitie, ce qui est faux. En fait, tout le monde, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe, on perd tous les jours des cheveux, certaines personnes plus que d'autres, ça dépend. Mais la calvitie n'est pas due à une chute de cheveux qui, elle, est naturelle. C'est dû tout simplement à ce que derrière les greffons, en fait, ne se renouvellent pas. Et c'est ce qui entraîne, en fait, des zones où, sur le crâne, on a beaucoup moins de cheveux au fil du temps. Donc ça dépend après pas mal de choses. Il y a des personnes qui, à 80 ans, n'ont jamais eu de calvitie. Et il y a des personnes qui, encore plus jeunes que moi, avaient déjà une calvitie. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Moi, d'après ce que m'avait dit le chirurgien, c'était une partie héréditaire, mais une hérédité qui venait du côté de la mère. Du côté de ses parents, donc du côté de vos grands-parents maternels, c'est normalement là où la majorité des cas de calvitie ont lieu. Et en fait, c'est comme ça que vous pouvez avoir une calvitie. Moi dans mon cas c'était différent, en fait c'était du côté de mon père, donc c'est plutôt assez rare, mais c'est vrai que mon père avait perdu ses cheveux moins rapidement que moi, mais à 50-60 ans il avait déjà quand même plus beaucoup de cheveux. Alors ensuite un point important, c'est qu'il y a beaucoup de fausses solutions qui circulent sur internet. Alors j'en ai essayé plusieurs ces dernières années et honnêtement il n'y a rien qui fonctionne. On peut vous recommander de mettre des huiles, on peut vous recommander de faire telle chose, telle chose. En fait, on ne peut pas faire repousser les cheveux avec des produits. Ce n'est pas possible. Si demain, vous voyez une publicité pour un produit miracle qui va comme ça vous dire, comme ça, vos cheveux morts, en fait, vont repousser, ce n'est pas possible et c'est une arnaque, donc fuyez. Par contre, il est possible de ralentir, on va dire, la perte des cheveux. Ça, il existe plusieurs produits qui permettent de le faire, mais voilà, vous allez juste, en fait, repousser l'échéance qui est la perte des cheveux, qui est après, malheureusement, définitive dans ces cas-là. Encore plus si aujourd'hui, vous avez déjà une calvitie qui est très avancée, vous n'avez quasiment plus de cheveux, vous n'allez pas pouvoir mettre des huiles et vous n'allez pas retrouver la chevelure que vous avez il y a quelques années. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc maintenant que l'on sait ça, quelles sont les solutions finalement pour quelqu'un qui, comme moi, avait une calvitie assez avancée? Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a la solution de tenter en fait de ralentir la progression de la chute des cheveux. Donc ça, c'est une solution que j'avais opté au début, c'est-à-dire que j'avais utilisé plusieurs huiles, plusieurs produits, plusieurs trucs pour essayer de ralentir la chute des cheveux, mais malheureusement ça fonctionnait pas beaucoup.
Ensuite, deuxième solution, il y avait la solution de tout simplement en fait cacher sa calvitie. Donc ça c'est la solution que j'ai un petit peu optée de manière peut-être plus subtile. Alors il y a beaucoup de personnes qui portent des casquettes, des bonnets ou des chapeaux tout le temps. Moi c'était pas trop mon truc. Ce que je faisais c'est que je laissais pousser un petit peu plus mes cheveux et je les mettais sur le côté. Et d'ailleurs, lorsque j'ai annoncé à des proches que je faisais une opération de greffe de cheveux, eh bien beaucoup de personnes m'ont dit mais non, je comprends pas, tu perds un peu tes cheveux, mais ça va. Non, en fait, je vous mettrai des photos tout à l'heure qui vont apparaître au fur et à mesure de cette vidéo. Et vous verrez, en fait, j'avais une calvitie qui était très avancée, mais j'ai réussi plutôt à la cacher. Troisième solution, eh bien, ça peut être de tout simplement assumer, de dire voilà, je perds mes cheveux, je me fais la boule à Z et c'est réglé, j'assume de ne plus avoir mes cheveux. Ça, il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Moi, j'ai essayé personnellement avec différentes applications, différentes IA qui permettent de générer en fait un visage, enfin de voir ma tête avec différentes coupes de cheveux. Et vraiment, les cheveux courts, je vous dis, c'était pas du tout mon délire. On m'a rasé la tête pour l'opération. Ouais, ça va, c'était pas si horrible que ça, mais franchement, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime avoir des cheveux, c'est comme ça. Donc ça, c'est propre à chacun. Par contre, il y a des personnes à qui ça va très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous hésitez à faire une greffe ou pas, peut-être essayer de vous raser la tête et de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes à qui ça va très bien et des personnes qui vont assumer ça. Il y a un gros avantage de ne pas avoir de cheveux. Pour avoir eu la boule à Z, je vous dis, il y a quelques semaines, c'est par exemple un gain de temps phénoménal. Voilà, il n'y a pas besoin de se préparer, de se coiffer, etc. Donc c'est quand même assez pratique. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Et puis enfin, la quatrième solution, eh bien, c'est éventuellement d'envisager une greffe de cheveux. Et c'est ce que j'ai envisagé finalement, puisque eh bien, les trois solutions précédentes, donc la première, comme je vous l'ai dit, le ralentissement de la perte de cheveux, malheureusement, c'était compliqué. La deuxième solution, à force de cacher, moi je le voyais et je supportais plus en fait perdre mes cheveux. Et la troisième solution, me raser la tête. Non, j'étais pas fan de ça, je voulais pas avoir la boule à Z. Donc j'ai opté pour la quatrième solution qui est donc eh bien, d'envisager une greffe de cheveux. Alors, ce projet, je l'ai de plusieurs années maintenant. J'ai regardé énormément de contenu, énormément de vidéos. Je me suis beaucoup renseigné sur l'opération, sur comment ça se passait, toutes les étapes en fait. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur tout ça. Je crois que ça remonte à 3-4 ans, mes premières réflexions sur le sujet. J'ai eu des étapes où je m'étais dit allez, je vais y aller, et d'autres étapes où je me suis dit bon après tout je suis comme ça, c'est pas grave, je veux dire je vais assumer ou je vais trouver une autre solution, mais voilà, je suis passé par plusieurs étapes, on va dire chaud froid, jusqu'à me dire un jour bon allez, j'y vais, j'ai l'opportunité en plus d'aller en Turquie à ce moment-là. Donc, eh bien, on va profiter de cette opportunité-là pour en même temps faire cette opération de greffe de cheveux. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi finalement. Et dans un sens, c'est pas plus mal. Je vais vous expliquer après pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, je fais mes recherches sur Google et je tombe sur un groupe Facebook dans lequel, eh bien, beaucoup de personnes partagent leur expérience de greffe de cheveux. Et en fait, je me rends vite compte que la Turquie, et notamment à Istanbul, est en fait devenue en quelques années la capitale de la greffe de cheveux dans le monde. Clairement, en fait, c'est là-bas où se passe la plupart des greffes de cheveux qui sont réalisées maintenant dans le monde. Donc c'est juste en fait tout simplement un délire que la Turquie a, on va dire, a développé autant en fait la greffe de cheveux. C'est même, je dirais, ça pourrait même faire partie de la culture nationale que de dire la Turquie, c'est la capitale de la greffe de cheveux. Alors, il est possible de faire après des greffes n'importe où. Je m'étais un petit peu renseigné sur la France. Le problème, c'est que c'était quand même assez cher. Et d'après les retours que j'avais pu avoir, en fait, l'expertise en France n'était pas non plus la meilleure. C'est-à-dire qu'on pouvait payer une opération de greffe de cheveux à plus de 5 000 € sans forcément avoir la meilleure expérience possible avec les meilleurs chirurgiens possibles. Alors qu'en Turquie, en fait, il y avait des formules moins chères, plus accessibles, avec un meilleur niveau de qualité et d'expertise. Donc en fait, voilà, c'est juste tout simplement, j'ai réfléchi en quelque sorte en rapport qualité-prix. Et en fait, c'est pour ça que je me suis tourné directement vers la Turquie et j'ai commencé à entamer mes recherches là-dessus. Donc je suis tombé sur ce fameux groupe Facebook et j'ai pu comme ça bien voir pas mal de témoignages de personnes qui venaient de faire une greffe de cheveux en Turquie. Et petit à petit, je suis tombé sur Tourisme Medica qui en fait avait l'air d'être vachement une bonne clinique. En fait, je voyais beaucoup de personnes qui avaient effectué une greffe de cheveux là-bas. Et le résultat était quand même vachement dingue. Il y avait un avant-après. Peut-être que je vous mettrai des photos comme ça, des personnes, je flouterai leur visage. Mais quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, en fait, c'est tout simplement dingue ce type de résultat, de passer finalement de quelqu'un qui a plus beaucoup de cheveux.
qu'on a quasiment plus, à quelqu'un qui a autant de cheveux. Je veux dire, c'est simplement incroyable. Donc début 2023, je contacte Ali, qui est le gérant de Touris Medica en Turquie. Et voilà, en fait, l'échange s'est très bien passé avec Ali. C'est quelqu'un, franchement, de très accessible, hein. Je vous dis ça en toute sincérité, très sympa. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, on a pu échanger. Il répondait super rapidement. Alors, il est turc, hein, mais il parle très bien français. Je veux dire, voilà, il n'y avait pas besoin de faire de traduction ou quoi. Très à l'écoute, très professionnel. Et voilà, moi je lui ai envoyé quelques photos comme ça. Il a pu déjà me donner en fait un pré-diagnostic, me dire voilà, bah Alexandre, il faudrait éventuellement envisager ça et ça, etc. Donc j'ai échangé avec Ali et puis pour être en toute transparence avec vous, je lui ai donc évidemment parlé de la greffe de cheveux, hein, c'était le sujet de notre appel, mais je lui ai également dit que j'avais une chaîne YouTube et que j'avais réalisé il y a quelques années une vidéo sur une opération de laser PKR, donc une opération des yeux, en fait pour ne plus porter de lunettes tout simplement. Et voilà, je lui ai dit, bah, pourquoi ne pas faire une vidéo éventuellement sur une greffe de cheveux. Donc voilà, j'ai convenu en fait d'un deal avec lui. Alors je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, mais voilà, on s'est dit on va peut-être voir éventuellement pour faire un partenariat ou quelque chose comme ça. Je vous en parlerai plus en fin de vidéo, mais ça risque fortement de vous intéresser si vous avez vraiment envie de faire une greffe de cheveux, bien évidemment. Donc j'ai pu convenir de tout ça avec lui, vraiment en toute transparence, vraiment très très bien sur ça. Là voilà, je vous le dis clairement, j'ai pas été payé pour dire ça. Voilà, si Ali avait été désagréable, Ali, si tu regardes cette vidéo, voilà, je pense que j'aurais pu le dire, mais non, franchement, très accessible. Ces dernières semaines, par exemple, j'étais pas mal occupé et voilà, il m'a envoyé un petit message pour me dire alors comment ça allait, etc. Voilà, si je pouvais lui envoyer une petite photo pour qu'il puisse voir où j'en étais après plusieurs semaines, donc après l'opération. Et voilà, toujours en fait très accessible et même très drôle. Donc non, vraiment, vraiment très très cool sur ça, j'ai rien eu à dire. Donc voilà, donc ça c'était début d'année et j'avais envisagé en fait de faire cette greffe de cheveux en Turquie plutôt fin d'année. Octobre-novembre. Pourquoi? Puisque un des paramètres qui est à éviter post-greffe de cheveux, c'est le soleil. Et c'est sûr que c'est quand même mieux de faire une greffe de cheveux en plein mois d'octobre, plein mois de novembre. En revenant en France, voilà, il fait nuit à 18 h et il n'y a pas beaucoup de soleil, plutôt que de le faire au mois de mai, au mois de juin, juste avant l'été. Donc voilà, moi j'ai plutôt convenu en fait de faire cette opération au mois d'octobre-novembre. J'avais d'autres projets pour cette période de l'année. Sauf que, eh bien, entre-temps, j'avais prévu d'organiser avec des amis entrepreneurs un mastermind à l'étranger. On hésitait entre la Croatie et la Turquie, et puis finalement on a tranché, ça sera la Turquie. Je me suis dit, mais les gars, on va aller faire un mastermind en Turquie. Moi sur le retour, à la limite, le retour du mastermind, je fais un petit détour par Istanbul et puis je fais mon opération de greffe de cheveux. En plus de ça, voilà, ils auraient pu être disponibles. Ils ont pu être disponibles donc, pour faire des vidéos aussi, donc ça m'a bien arrangé. J'ai eu comme ça, dédicace à toi Flo, un caméraman donc, qui a pu comme ça me filmer, donc c'était vraiment cool, c'est bien tombé. Mais voilà, c'était quand même vachement accéléré. Mais heureusement, et c'est ça aussi qui a été un gros avantage de Ali, c'est qu'il a été quand même très disponible et il a pu comme ça m'organiser assez rapidement l'organisation en fait de l'opération. Donc ça s'est fait, voilà, c'était assez compliqué. En plus alors, il faut savoir que j'ai fait l'opération le jour, enfin du moins la veille des élections en Turquie. Donc c'était un petit peu compliqué, on était vraiment à Istanbul le jour des élections. Voilà, ça a été compliqué. Moi je suis arrivé donc le samedi, je vais vous expliquer après toutes les étapes, mais voilà, enfin c'était une organisation compliqué de mon côté, mais heureusement la clinique et Ali principalement ont pu gérer ça, donc ça s'est très bien passé. Je vais vous expliquer évidemment tout en étapes. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer en fait comment se sont déroulées toutes les étapes de cette opération de greffe de cheveux en Turquie. Et puis évidemment, la première étape, c'était d'arriver à Istanbul. Comme je l'ai dit juste avant, en fait, avec les amis entrepreneurs, on était déjà en Turquie. D'ailleurs, voilà, j'ai eu l'occasion avec eux de vous faire un podcast en direct de notre villa à Antalya, dans le sud de la Turquie. Donc c'était vraiment sympa. Je vous mettrai le lien là juste au-dessus de la vidéo, là, par là normalement. Vous pourrez cliquer sur le petit i et puis voir ce long podcast si vous ne l'avez pas encore écouté, très intéressant. On a pu aborder pas mal de sujets. Voilà, petit aparté. Revenons à nos moutons, comme on dit. Donc on était à Antalya, donc en fait on a dû partir, enfin on était dans la région d'Antalya, donc on a dû rejoindre Antalya le vendredi soir. On avait pris un Airbnb juste à côté de l'aéroport pour être tranquille et on est parti le lendemain matin donc de Antalya, direction Istanbul. Premier problème, un retard au niveau de l'avion. Alors j'avais pris un vol assez tôt, justement, puisque en fait, normalement,
Comment ça se passe en fait, une greffe de cheveux avec Tourisme Medica? En fait, normalement, on part de France le vendredi, peu importe où vous êtes dans le monde, hein, je donne la France comme exemple, mais vous partez donc le vendredi, on arrive le vendredi soir directement à Istanbul. Vous arrivez dans l'hôtel, tout est pris en charge, etc. Je vais vous parler de tout ça après. Le samedi, donc, c'est le jour de l'opération. Donc, du matin au soir, il y a toute l'opération. Le dimanche, retour, en fait, en France. Normalement, ça se passe comme ça. Moi, dans mon cas, vu qu'on était déjà en Turquie et qu'il y a eu quelques changements, et en plus de ça, il y avait jour d'élection, bah, c'était assez compliqué. Donc finalement, l'opération devait exceptionnellement, c'était un cas donc exceptionnel, c'était pas forcément positif, le jour même de mon arrivée à Istanbul. C'est-à-dire que je suis arrivé en fait le samedi matin et mon opération devait avoir lieu début d'après-midi. Mais déjà, ça commençait mal, on va dire, hein, parce que l'avion Antalya-Istanbul avait déjà 1 heure de retard. Donc on a dû arriver en fait à Istanbul, de mémoire on est arrivé à 12h30, quelque chose comme ça, alors que normalement à cette heure-là on devait déjà être arrivé depuis 1 heure, 1 heure et demie. Donc il y a eu gros de retard et c'est ce qui a été quand même assez compliqué. Donc ensuite on arrive à l'aéroport et j'avais reçu la veille ou l'avant-veille, Ali m'avait envoyé donc tout un guide pour en fait me retrouver à l'aéroport et pour accéder à notre contact. Donc directement en fait on sort de l'aéroport, on va alors je sais plus quel portique et puis on rencontre en fait un chauffeur privé qui ensuite nous accompagne donc dans une voiture assez sympa. Je sais plus ce que c'est comme modèle de voiture. De toute façon, vous verrez évidemment des plans de la voiture en vidéo. Et voilà, en fait, on est concrètement, il faut se dire que avec Tourisme Medica, au moment où on met les pieds à Istanbul, tout est pris en charge, tout est géré. En fait, il n'y a plus rien à faire. On se laisse en fait complètement driver et ça c'est vraiment un gros confort parce que moi j'étais donc avec les amis entrepreneurs en Turquie quelques jours auparavant et voilà, bah, forcément on est obligé de se gérer de A à Z. Et bien là, au moment où on est arrivé à Istanbul, tout était géré. Et en fait ça fait partie en fait du package. Je vous en parlerai un peu plus à la fin, combien j'ai payé, etc. Mais ça fait vraiment partie du package complet. C'est-à-dire que vous ne payez pas juste l'opération, vous ne payez pas juste la greffe de cheveux, mais vous payez également, ça inclut dedans, en fait, le transport, donc de l'aéroport à la clinique, ainsi qu'à l'hôtel, et ensuite l'hôtel et tout ça. Finalement, en fait, vous avez juste à prendre en charge vos repas et les billets d'avion. Bon, on est bien arrivé avec un petit peu de retard quand même, mais on est arrivé, c'est le plus important. Donc nous voilà à Istanbul, direction du coup l'hôtel et ensuite direction la clinique, parce que je vais enchaîner direct sur l'opération. Voilà, comme je vous ai dit en fait, je vais pas avoir un truc standard, c'est-à-dire que normalement je suis censé arriver la veille et faire l'opération le lendemain, mais du coup tout va se faire quasiment la même journée, l'arrivée, l'opération et ensuite l'avantage c'est que demain je serai un peu tranquille, du coup j'aurai une journée de repos. Mais vraiment aujourd'hui c'est vraiment hyper condensé, donc voilà, bah, je pense que ça va le faire. En tout cas on est quand même bien venu ici, vachement cool. Donc voilà, on est dans notre petite limousine, ça ressemble à une sorte de limousine navette, hein, je sais pas trop, mais en tout cas c'était super sympa. Et on arrive directement à l'hôtel. Le trajet était, je crois, de 45 minutes, quelque chose comme ça. En fait, on a traversé tout Istanbul, donc c'était sympa. En plus, moi j'étais jamais allé à Istanbul. Il faut savoir que Istanbul est un petit peu coupé en deux. Il y a la partie Istanbul Europe,
donc à l'ouest, et la partie Istanbul, plutôt Asie, à l'est. Et voilà, c'est super sympa. Il y a un grand pont en fait qui sépare donc les deux parties avec un canal. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Bon, ça y est, on est arrivé du coup. Let's go. Donc ça y est, on est arrivé à l'hôtel du coup. Donc c'est vraiment sympa en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc vraiment super sympa. Et on arrive à l'hôtel et là voilà, très belle surprise, très bel hôtel. Alors je sais plus combien il a d'étoiles, je crois que c'était 4 ou 5. Je crois que c'était 5. Mais voilà, super hôtel. Très classe, vraiment rien à dire en fait, hein. Directement dès qu'on descend d'ailleurs de la navette, on nous prend en charge nos valises, nos bagages, on n'a même pas à descendre nos bagages. Donc ça vraiment, c'est un grand confort, c'est très agréable et surtout en fait l'objectif, comme me l'expliquait Ali, c'est vraiment de nous mettre en fait dans un confort puisque faut pas oublier que c'est une opération de chirurgie qui est quand même qui peut quand même être assez lourde et l'idée c'est vraiment qu'on décompresse, qu'on soit zen, qu'on soit tranquille, afin que l'opération se passe le mieux possible. Le problème, c'est que déjà, voilà, moi dans mon cas, c'était déjà pas trop le cas, puisqu'il y avait du retard le matin, et en fait c'était le rush toute la journée, on n'avait même pas mangé, et on est arrivé à l'hôtel, il devait être 13h, 13h30, voire même 14h, quelque chose comme ça, donc on a pris quand même pas mal de retard. Donc, à peine arrivé, eh bien on était déjà un petit peu en retard, en fait, il fallait que l'opération commence, puisque l'opération est quand même assez longue en termes d'heures. Je vais vous expliquer tout dans les détails juste après, mais c'est pas une opération qui va durer 30 minutes, hein. Il y en a quand même pour plusieurs heures. Donc directement en fait, on nous a proposé une petite collation, donc de pouvoir boire et manger un petit truc. Donc là c'était très appréciable, surtout après cette journée, déjà cette demi-journée bien entamée entre l'avion, la navette et la précipitation. Ensuite, très rapidement, on nous monte nos bagages dans la chambre d'hôtel. Les amis entrepreneurs qui étaient encore présents sont restés un petit peu ici avec moi et on peut filmer. En fait, ils ont pu filmer les premières étapes on va dire de l'opération. Et en fait, assez rapidement, on prend un deuxième ascenseur qui était dans l'hôtel et qui nous emmène à un étage spécial qui était en fait la clinique. Et ça, oui, en fait, la clinique se trouve dans l'hôtel, ou du moins c'est l'hôtel qui se trouve dans la clinique, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment assez dingue. Il n'y a pas en fait de déplacement, de transfert à faire entre l'hôtel et la clinique. Tout était directement en fait au même endroit. Et c'est vraiment une clinique, vous verrez de toute façon tout ça en vidéo. C'est vraiment très propre, très moderne, vraiment rien à dire en fait, vraiment excellent. Donc première étape, je fais la rencontre un petit peu du staff. Donc il y avait Mustapha qui est en fait le bras droit de Ali, donc que vous verrez d'ailleurs un petit peu en vidéo. Il y avait aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais cette personne était là donc pour faire un peu la communication, en fait de gérer un petit peu les opérations. Donc une personne très gentille d'ailleurs, hein, je la remercie si elle regarde cette vidéo. Et puis il y avait aussi la chirurgienne, je crois que ça se dit la chirurgienne ou la chirurgienne, vous me direz en commentaire si ça se dit ou pas, j'ai un petit doute, qui était là aussi. Et puis il y avait aussi d'autres personnes qui allaient aussi également participer à l'opération qui était là. Donc il y avait 5-6 personnes à peu près qui étaient présents. Un personnel très agréable, très accessible et vraiment tout de suite ils nous mettent en confiance. En fait le but c'est vraiment de se sentir bien. Il faut savoir que l'opération, comme je l'ai dit, c'est quand même une opération qui peut être lourde. On est à des milliers de kilomètres de la France. Les personnes parlent turc, donc moi je sais pas parler un mot de turc, si un ou deux mais vite fait que j'ai appris sur place. On n'est pas forcément dans notre zone de confort. Moi quand j'avais fait mon opération des yeux il y a quelques années, c'était à 1 heure de chez moi, je connaissais la ville, je connaissais l'hôpital. Finalement ça s'est très bien fait et c'était plutôt assez facile. Là c'est quand même plus lourd, plus compliqué. De faire cette opération déjà c'est quand même assez stressant, alors en plus de la faire à des milliers de kilomètres je vous dis pas. Mais franchement ça allait, franchement ça allait, je suis content de moi. Donc première étape, je signe des documents. Donc en fait la première étape c'est tout simplement en fait de signer une décharge. Alors j'ai lu intégralement, je vais pas vous la retranscrire, c'est plutôt en fait une acceptation. Tiens sur 3-4 pages, hein, j'ai paraphé, signé. Donc là je suis en train de remplir des documents qui sont je pense indispensables avant l'opération. Et c'est marqué que la durée estimée de l'intervention est entre 7 voire 9 heures. Donc ouais ça va être bien sympa je pense. Ensuite, j'ai eu donc directement après le premier rendez-vous. Alors, je parle de rendez-vous, en fait, c'est juste que j'allais dans un bureau où il y avait donc l'équipe et en fait, c'est là où il y a les préparatifs. Directement, il faut faire les préparatifs de l'opération. Alors, elle demande comment vous allez. Ça va? Fine. Yes. Je vais bien, ça va. Ouais, ça va. Vous avez quel âge?
30. Sorti. Je vais faire la traduction. Ma chute de cheveux, elle a dû commencer vers 24 ans. Ça s'est dégarni légèrement, ça s'est affiné, voilà. Ouais. Et ça s'est vachement accéléré il y a 3 ans quand j'ai perdu mon père. Donc en fait, je pense à choc émotionnel. Et est-ce que vous avez déjà fait un traitement quelconque auparavant? J'ai rien fait. Traitement PRP, prise de rien du tout. Non, rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous avez une maladie chronique, diabète, hypertension, maladie cardiaque, épilepsie, de l'asthme? Non, rien du tout. Est-ce que vous avez une maladie transmissible, VIH, hépatite C, hépatite B? Non. Et encore ailleurs? Du moins, on le saura avec les... Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes fumeur? Non. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Non. Est-ce que vous consommez des substances? Non. Ok. Parfait, vous êtes le patient, parfait. Je vais prendre le dernier marron qui reste. Je crois que c'est le dernier. C'est le meilleur, je pense. Ouais, il est super. Et la première étape, en fait, c'était de faire le traçage des lignes. Donc en fait, voilà, sur mon crâne, tout simplement, il faut définir plusieurs paramètres. Tout d'abord, il faut définir la zone donneuse. Donc la zone donneuse, c'est ce qui va être les cheveux à l'arrière ici du crâne. Faut savoir que lorsqu'on parle de calvitie, il y a différents types de calvitie qui existent, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que vous pouvez perdre vos cheveux un peu partout, sauf les cheveux de ce qu'on appelle la couronne, c'est-à-dire à l'arrière du crâne, et ça remonte jusqu'au-dessus des oreilles. Là, en fait, techniquement, ces cheveux ne meurent pas. En fait, techniquement, vous les aurez toujours. Donc, l'idée de la greffe de cheveux, c'est quoi? C'est de tout simplement récupérer les greffons des cheveux à l'arrière du crâne, voire un peu sur les côtés, et de les placer aux endroits où les cheveux sont morts. Donc, la première étape, vraiment, ça a été donc de tracer en fait différentes lignes sur mon crâne. L'idée, c'est vraiment en fait de me mettre droit, de vraiment définir au millimètre près. Alors, c'est très précis. Hein. Là, ça requiert vraiment une très grande expertise, mais de définir quelle est la zone exacte de où ça va être prélevé et les zones exactes où ça va être greffé. Je veux comme toi. La désignation de la ligne frontale, c'est quand même une étape assez importante. On a plusieurs facteurs à prendre en compte, que ce soit la zone dégarnie, la densité sur la zone donneuse, c'est très important aussi, parce que c'est le capital et c'est ce qui nous permet de planifier et de désigner le nombre de greffons. La proportion du visage est également très importante lors de la désignation de la ligne frontale. Et c'est là où la deuxième étape de traçage, c'est de définir après les différentes zones de greffe. Donc c'est pareil, puisque les cheveux, théoriquement, peuvent être greffés. On pourrait, par exemple, mettre des cheveux ici, au milieu du front, mais ça serait juste horrible. Après, si tu veux, on peut implanter entre les sourcils aussi. Faire un mono sourcil. Ouais, ça serait un petit supplément. Enfin, franchement, ça peut être un petit cadeau, une petite faveur. Ah ouais, non, franchement. Ouais. Non, je vais m'en passer. Le traçage de la ligne de front, donc juste au-dessus, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit pas trop carré non plus, ni trop arrondi. Et ça, voilà, c'est vraiment un travail minutieux. Je crois que de mémoire, ça a pris bien une bonne trentaine de minutes. Mais il faut surtout être très précis. Si vous arrivez là-bas avec la boule à Z, déjà, surtout ne faites pas ça parce qu'ils ne pourront pas en fait définir correctement les zones donneuses ou les zones vraiment où les greffons devront être greffés. Et là, à ce moment-là, vous allez foutre en l'air toute l'opération. Donc surtout, c'est bien précisé auparavant. Hein. Je tiens à dire que, évidemment, avant l'opération, j'ai toute une liste de choses à faire et à ne pas faire. Et évidemment, se raser les cheveux était quelque chose à ne absolument pas faire avant l'opération. Les cheveux vont s'affiner dans un premier temps et ensuite, ils vont tomber. Mais si une personne peut avoir les cheveux fins et ne pas avoir de calvitie, ça c'est totalement génétique. En fait, il n'y a pas une connexion entre ces deux points. Donc une fois que le premier traçage des lignes est fait, on va passer à une prise de sang. Car oui, c'est une étape indispensable. En fait, il faut faire une prise de sang pour vérifier que vous n'avez pas de maladie, que vous n'avez pas de problème. Donc, pour la petite anecdote, j'ai horreur des piqûres. Ça n'a pas empêché de faire l'opération et de faire déjà plusieurs tatouages. Mais j'ai surtout horreur du sang. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu le droit à ma prise de sang. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème. J'ai pas de maladie sexuellement transmissible, ce genre de choses. Voilà, tout s'est bien passé en fait. Et c'est assez rapide, ils ont les résultats en 15 minutes, donc c'est juste une prise de sang, et après, voilà, c'est fait. Ensuite, autre étape avant l'opération, eh bien, c'est l'étape du rasage. On est parti pour le rasage. À tout à l'heure. Go. Donc là, du coup, on a tracé les traits sur ma tête, on va faire le rasage. Donc pour la première fois de ma vie, je vais avoir la tête, enfin la boule à Z comme on dit. Ouais, c'est ça, je vais avoir la boule à Z. Donc, allez-y, c'est parti. Ah oui, c'est carrément avec le miroir en face. Voilà. Résultat. C'est vraiment à 0-0. Allez, c'est parti. Ah la vache. Ça va bien t'aller avec la barbe. Tu crois, tu penses? C'est pour
le long terme, Il n'y a jamais de paix sans guerre, comme on dit. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Ça va repousser. C'est un petit mal pour un gros bien. Ouais. Et après, tu pourras te coiffer comme moi. Voilà. Wow, ça fait froid à la tête déjà. Ça fait bizarre. Attends, ça va faire froid, ça va faire chaud. Impeccable. Eh bien, j'y suis passé et voilà, en fait, tout simplement, on vous rase la tête. Alors, je précise bien que c'est vraiment la boule à 0. Bah non, c'est sérieux, ça va. Hein. Non, ça va. Et puis Bah oui, ça aurait pu être pire. parce que t'es costaud et tout en plus. Ouais, ça fait pire. Première impression avec la boule à zèbre. Bah, ça change quoi. Ça change quand même quoi. Donc voilà, ça fait un petit peu bizarre. Et puis bah de toute façon, c'est une étape qui est indispensable. Et puis enfin, avant de passer directement au bloc opératoire, la dernière étape, c'est la finalisation du traçage des lignes. Donc il y a eu un pré-traçage qui a été fait juste avant les 2 étapes précédentes, donc le rasage et la prise de sang. Et là en fait, la dernière étape, c'est vraiment de finaliser les traits, de faire des ajustements. Et là, une fois de plus, ça a pris peut-être bien un bon quart d'heure, mais c'est très précis. En fait, voilà, vous êtes assis et puis vous avez 3-4 personnes qui regardent scrupuleusement votre crâne et qui essayent vraiment d'affiner au millimètre près, de définir au millimètre près les zones donc, qui vont être prélevées et les zones qui vont être greffées. Vous n'avez rien à faire hein, concrètement, il suffit d'attendre et pendant qu'on fait des petits dessins comme ça sur votre crâne. En tout cas, c'est une fois de plus, c'est l'étape qui est fondamentale puisque voilà, l'idée c'est quand même de greffer les cheveux au bon endroit. Et puis c'est aussi à peu près à cette étape qui est définie le nombre de greffons qui vont être prélevés sur votre crâne. Donc moi dans mon cas, on était plutôt sur 4000 greffons. Quand ils ont vu en fait la qualité de mes cheveux à l'arrière, puisque j'ai quand même des cheveux de bonne qualité, même si pour autant j'en ai plus sur le crâne, hein, quasiment plus, on était plutôt à 5000 greffons. Donc ce qui est quand même beaucoup. 5000 greffons, c'est quasiment le maximum qu'ils font. En fait, hein, l'opération, déjà directement, on savait qu'elle allait être un petit peu plus longue que prévu, puisqu'il y avait quand même pas mal de greffons à prélever. Mais ça voilà, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend notamment eh bien, de votre âge, de votre état de santé et de pas mal de paramètres en fait. Moi dans mon cas j'ai une très bonne zone donneuse donc ils ont pu en prélever un maximum, mais si par exemple j'avais été plus âgé, si j'avais fait l'opération par exemple à 40 ans ou si j'avais, je sais pas, si j'étais en moins bonne santé, ils auraient malheureusement pu moins en greffer et j'aurais peut-être toujours été un peu éclairci en termes de cheveux sur le dessus. Alexandre, ouais. Nous avons bien désigné la ligne frontale, c'était la problématique. Tu avais vraiment perdu la ligne frontale qui avait totalement reculé, ouais. Tu avais totalement perdu de la densité. Tu avais, oui, des cheveux sur le dessus, mais ils étaient quasi inexistants parce qu'ils étaient vraiment affinés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien désigner la ligne frontale. En sachant que la zone dégarnie est assez importante, nous allons nous focaliser sur la première moitié de la tête et on va te mettre un maximum de densité sur cette partie. Sur la partie du vertex, notamment sur cette partie, parce que la zone numéro 2, c'est toute ce grand cercle, à l'intérieur du grand cercle, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on a légèrement plus de densité par rapport à l'intérieur. C'est pour ça que cette zone sera une zone de transition. Nous allons nous focaliser en deuxième partie sur la partie du milieu du vertex, sur la partie interne du vertex, et nous allons faire une transition sur cette partie, histoire de mettre un peu plus de force sur les parties où tu as perdu de la densité. On va implanter entre 4500 et 4800 greffons. On verra ce que nous pourrons prélever à la fin de l'opération, enfin après le prélèvement. On te donnera le nombre de greffons prélevés, et ensuite on passera à la planification. Ce qui est important, je veux revenir sur un point important concernant le sens des greffons. Comme vous pouvez le voir, il y a des flèches ici et ici. Donc là, son implantation naturelle, c'est qu'il a les cheveux qui partent de ce côté-là, sur cette zone. Sur le milieu, c'est de l'avant vers l'arrière. Et sur ce côté, c'est plutôt vers la gauche. Donc on respecte le sens naturel des greffons pour pouvoir attraper une harmonie et un résultat homogène à la fin de ton opération. Cette partie qui est reprogrammée pour ne jamais tomber. Nous allons prélever de manière équitable et homogène avec des petits tambours rotatifs. On va sélectionner les greffons tout en laissant une densité cohérente pour que ce ne soit pas visible après l'opération. Là, on est parti pour plus ou moins entre 2 heures, 2 heures et demie, on va dire plus ou moins 2 heures pour le prélèvement et 3 heures et demie, enfin 4 heures pour l'implantation. Ok. Donc voilà un petit peu pour les préparatifs. On m'a offert des petits gâteaux, des petits trucs, donc ça c'était cool. Et vraiment l'équipe est aux petits soins. J'étais le seul d'ailleurs à me faire opérer à ce moment-là. C'était pas du tout l'usine, il n'y avait pas par exemple 5 personnes qui allaient passer. J'étais vraiment tout seul. C'est bien en fait. Vraiment, il y a eu une très bonne
prise en charge. Et puis, eh bien, on va passer maintenant au principal, ça a été l'opération. Et là, vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, tout d'abord, évidemment, mes amis entrepreneurs ne pouvaient pas assister à la suite de l'opération. J'ai pu voir donc avec la personne qui était là, je lui ai demandé tout simplement de prendre mon téléphone et de faire parfois des vidéos. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir vous partager des vidéos, des extraits en fait de l'opération, et évidemment censurés. Voilà, ça passera pas sur YouTube, il y a du sang en fait, hein. Clairement il y a du sang, c'est un peu, je dirais pas que c'est gore quand même pas, mais bon, c'est pas génial. Donc évidemment ces passages là sont floutés et censurés. Éventuellement, si vous voulez voir les vidéos non censurées, peut-être que je sortirai une vidéo avec un lien privé où vous pouvez tout simplement m'envoyer un message privé et je pourrais vous envoyer éventuellement quelques rushs afin que vous puissiez avoir une idée concrète de l'opération. Et donc, il est à peu près 15 h, je crois, de mémoire. Et il est temps de débuter l'opération car il y en a pour quelques heures en fait. Et concrètement, l'opération en fait se déroule en 2 étapes. Première étape, il faut faire le prélèvement des greffons. Donc en fait, je vais être allongé sur une sorte de, je sais pas, une chaise un petit peu de médecin ou de dentiste par exemple, mais sur le ventre, en fait, ils vont prélever donc à l'arrière du crâne, donc dans la zone de la couronne, ils vont prélever 5000 greffons. Ça, c'est le dermojet, ce qu'on appelle aussi anesthésie sans douleur. Cet outil a un mécanisme de pression qui permet de faire basculer le liquide sous la peau grâce à son mécanisme et qui permet de pré-anesthésier la zone dans un premier temps. Et par la suite, on passe aux piqûres. Le dermojet permet d'apaiser les douleurs de l'anesthésie, d'apaiser les douleurs des piqûres. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a, entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a une petite pause quand même. Et à la deuxième étape, eh bien, il va falloir replanter en fait tous les greffons qui ont été prélevés. Il va falloir les replanter sur le dessus de mon crâne où je n'ai déjà quasiment plus de cheveux à cause de la calvitie. Bon allez, salut mon pote. Salut l'ami. Ça va faire. C'est bon? Petit film là. Allez, c'est parti. Hein. On se retrouve donc dans quelques heures pour voir les résultats de l'opération. À tout de suite. Et donc, eh bien, la première étape, donc, c'est le prélèvement des greffons. Et là, je vous dis, je suis en toute transparence dans cette vidéo, une fois de plus. Hein. J'ai pas été payé pour faire cette vidéo. On m'a pas dit, Alex, tu dois dire ça, etc. Non, j'ai un partenariat. Mais pour autant, je dis ce que je veux. Donc, je vous le dis, j'ai douillé de fou. Vraiment, dans mon cas, alors, c'est propre à chacun. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et en fait, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout souffert, d'autres non. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, moi, je n'ai pas choisi en fait l'anesthésie. Je ne l'ai pas choisi, je sais même plus le nom, mais directement en fait un produit qu'il vous injecte qui permet comme ça en fait de ne pas ressentir de douleur. Mais là en fait le plus douloureux pour moi, ça a vraiment été dès le début en fait l'anesthésie. En fait l'anesthésie est quand même assez douloureuse. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Là maintenant je me dis bon, à part peut-être un petit peu douloureux au début, mais apparemment... Juste l'anesthésie locale, ensuite vous sentez plus rien. Voilà, je suis allongé sur le ventre, j'ai mes bras comme ça en arrière. Tout d'abord, on nettoie le crâne avec un produit style bétadine. Et ensuite, eh bien, avec une longue aiguille et un produit jaune, on pique le crâne à différents endroits. Et là, voilà, pendant 2 minutes, en fait, j'ai ressenti la douleur. Donc, à la fois la douleur de l'aiguille, mais à la fois la douleur de l'anesthésiant. Mais vraiment, ouais, c'était violent. Donc, voilà. Mais c'est une étape qui est compliquée, mais voilà, au bout de 2 minutes, par contre, après, on ressent quasiment plus rien. Et à partir de là, donc, au bout de 2 minutes, donc, après avoir piqué à plusieurs endroits pour, eh bien, en fait, anesthésier tout l'arrière du crâne, eh bien, le chirurgien va utiliser un appareil et ça permet, en fait, d'extraire les greffons. Donc, les greffons, c'est vraiment la racine, en fait, des cheveux. Et en fait, c'est ce qui se passe. Pendant à peu près 3 heures, en fait, tout simplement, clac, on vous met ce truc sur le crâne, on appuie, clac, et ça sort des greffons. Et en fait, on prélève sur vous eh bien, des milliers de greffons. Donc, une fois passé ces 2 minutes d'anesthésie, dans mon cas, ça allait mieux en termes de douleur. J'avais juste en fait la sensation d'avoir un crâne qui était énorme, gonflé, mais surtout très dur en fait. Et j'entendais dans ma boîte crânienne, hein, je vous dis vraiment comment ça se passe, hein, une sorte d'écho en fait de l'appareil qui frottait mon crâne et clac, j'entendais le clac en fait qui résonnait dans mon cerveau. C'est pas horrible non plus, mais c'est pas non plus ultra agréable, hein, je tiens quand même à vous le dire. Et voilà, ça dure comme ça pendant quelques heures. Alors au bout d'un moment, le problème c'est que des fois l'anesthésie a tendance, enfin l'anesthésie disparaît au bout de quelques heures. Il y a aussi des endroits où c'est pas forcément ultra anesthésié, donc des fois en fait, donc voilà, clac, vous sentez rien, clac, vous sentez rien, clac, vous sentez rien, et là, clac, vous sentez un truc, et là, vous sursautez.
Donc, et voilà, c'était quand même assez spécial. Et puis, bah, ce qui n'était pas forcément évident aussi, c'était la position. C'est pas très agréable, mais bon, voilà, ça se tient. Je veux dire, c'est pas non plus horrible. Hein, je veux dire, voilà. À part vraiment les 2 minutes au début pour anesthésier la zone donneuse, qui était vraiment très dur finalement. Après, voilà, ça va, c'est tenable. C'est juste qu'on n'est pas dans une bonne position et que c'est un petit peu désagréable d'entendre un truc frotter et des claques à répétition sur notre crâne, mais ça peut aller. Au total, on m'a prélevé 5000 greffons. Une fois que les greffons sont prélevés, de mémoire, ils ont renettoyé la zone derrière et ils m'ont mis une sorte de pansement à l'arrière. Et j'ai eu le droit à mon repas. Donc là, j'étais super content, hein, j'ai eu un plateau repas. Vous filmez là? Ouais. Ok, bah, je sais pas quoi dire. Du coup, on a fait la première partie, donc prélevé là, ici, derrière la tête. Donc je suis un peu cassé, franchement. Je vais manger, ça va faire du bien, je vais prendre des forces. Et puis après, dernière étape, ça va être de greffer. Donc du coup, tous les petits cheveux sur le dos. Voilà. C'est sympa, c'était à peu près une demi-heure de pause. On a l'occasion d'aller aux toilettes si on le souhaite. On peut comme ça envoyer un message, prévenir un petit peu les proches d'où on en est de l'opération. Ça faisait du bien. Là, il était, je crois, quasiment 19h. Et j'étais content d'avoir fait à peu près la moitié. Puisque, eh bien, après cette pause, on passe à la deuxième étape qui est maintenant, eh bien, de greffer les greffons qui ont été prélevés. Cette fois, j'étais sur le dos, un petit peu plus relevé. On me renettoie le crâne, donc avec une sorte de produit style bétadine. Et après, eh bien, c'est reparti pour l'anesthésie avec les aiguilles. Et là, Prêt pour l'anesthésie locale. prêt pour l'anesthésie, la deuxième, malheureusement. Mais bon, il faut bien. C'est mieux de se faire anesthésier, je pense. Donc, on va y aller, quoi. Ah, je vous dis, c'est horrible. J'ai encore un mauvais souvenir. Non, franchement, c'est vraiment l'étape, moi, qui m'a, je dirais pas traumatisé, mais qui m'a vraiment fait mal. C'est vraiment le fait, en fait, d'être piqué avec cette énorme aiguille, là, à plusieurs endroits du crâne. Et voilà, je vous mettrai une petite vidéo en même temps. Mais voilà, c'était vraiment pas très agréable du tout. Une fois cette période passée, après, ça allait mieux quand même en termes de douleur. Théoriquement, cette deuxième étape est censée un petit peu mieux se passer. L'étape de prélèvement des greffons est normalement la plus compliquée de ce que j'ai pu voir et du retour que j'ai eu. Moi, dans mon cas, la deuxième étape, c'était la pire. Donc en fait, la deuxième étape a duré, je crois, à peu près 4 heures dans mon cas. Elle a débuté vers 19h, elle a terminé vers 23h. Donc ça fait, ouais, c'est ça, à peu près 4 heures. Je l'ai vu après sur les vidéos. En fait, on s'en rend pas compte, mais quand on est comme ça sur le dos, qu'on se fait piquer. En fait, je savais pas derrière moi qu'il y avait 3 personnes qui étaient en train de tout simplement m'injecter les greffons qui avaient été prélevés. Donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment un travail de fourmi, en fait. Hein. Il y a, je crois, une personne qui compte exactement le nombre de greffons qui sont injectés pour que ça colle avec le nombre de greffons prélevés. Il y a une personne qui assemble les greffons, donc qui met les greffons qui ont été prélevés dans une seringue afin qu'ils soient injectés. Et puis, il y a une personne qui injecte au millimètre près, en fait, les greffons sur mon crâne afin que, eh bien, ce soit très précis. Et il faut surtout se dire, c'est que chaque greffon est injecté un par un. C'est-à-dire que c'est un travail en fait qui est monstrueux et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Un par un, on m'injecte les cheveux, donc avec une seringue et c'est pareil. Alors c'est juste en fait incroyable de se dire que comme ça on va injecter des milliers de greffons en quelques heures. Donc c'est vraiment un travail qui est très précis, qui est très poussé et en fait c'est aussi comme ça qu'on obtient un résultat qui est aussi efficace à la fin de cette opération. Donc voilà, ça dure encore quelques heures, on m'injecte comme ça les cheveux un par un. Évidemment comme la première étape, au bout d'un moment, l'anesthésie a tendance un peu parfois à disparaître. Donc voilà, des fois, je commençais un petit peu à être dans les vapes. J'entendais clac, clac, donc on m'injectait en fait les greffons. Et puis d'un coup, clac, hop, je sursaute parce qu'en fait, sur cette zone-là, c'était pas anesthésié. Donc évidemment, ça m'est arrivé qu'on me pique même à des endroits où il n'y avait plus du tout d'anesthésie. Croyez-moi, c'est quand même très douloureux de se faire comme ça injecter avec une seringue dans le crâne quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il faut être prêt à ça. Vraiment, avec le recul, je pense que j'aurais pris quand même l'anesthésie locale, mais plus poussée pour vraiment rien ressentir. Quitte à dormir, ça aurait été une expérience plus agréable quand même. Mais voilà, c'est quand même tenable. Hein. Attention, je dis pas que c'est non plus la pire souffrance que vous allez avoir de votre vie. Mais voilà, il faut quand même être préparé psychologiquement. Et puis donc, on avance dans l'opération, on s'approche de la fin. Moi, je commençais à être fatigué mentalement déjà de cette journée, fatigué de l'opération puisque c'est quand même fatigant, c'est surtout éprouvant pour le corps. Faut pas oublier qu'il y a du sang aussi, on perd quand même pas mal de sang au niveau du crâne. C'est stressant, c'est épuisant. Donc voilà, tout ça mélangé me donnait un peu un effet de fatigue énorme sur la fin sans avoir la possibilité de dormir. Donc les 2 dernières heures de la greffe de cheveux ont pour moi été très compliquées. Hein. Je préfère oublier cette partie-là. Mais voilà, ça s'est passé, j'ai pu terminer l'opération et ça a été un énorme soulagement quand vers 23h15 à peu près,
on m'annonce que l'opération est terminée. Donc quand je me suis relevé en fait de l'opération, vraiment je tenais quasiment pas debout, on m'a tout de suite donné à manger, on m'a tout de suite servi à boire et au bout de quelques minutes ça allait beaucoup mieux. J'ai remercié le personnel était vraiment top, rien à dire, vraiment une super équipe qui ont été là dès le début, accessibles, vraiment j'ai absolument rien à dire, c'était vraiment excellent. J'ai eu les indications post-opératoires, donc c'est là que la personne m'a donné en fait tout d'abord une sorte de pochette en fait avec plein de choses qui allaient me servir post-opératoire. J'avais à l'intérieur un petit oreiller, j'avais aussi des produits, j'avais des médicaments, j'avais plein de choses et j'ai aussi pris, alors en option c'est pas obligatoire, mais j'avais pris aussi une grande boîte avec à l'intérieur plein de produits, de compléments alimentaires afin de booster en fait à la fin de l'opération, puisque la partie post-opératoire, c'est je crois un truc comme quasiment 50% des résultats de l'opération finaux. Donc en fait, il y a l'opération qui est certes importante, qui est primordiale évidemment, mais aussi ce que vous allez faire après l'opération. Si dès que vous sortez de la clinique, vous faites tout l'inverse des recommandations qu'on vous donne, votre opération va foirer, ça c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que moi après j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Je me suis dit je vais prendre le kit, je me suis dit je vais faire tout ce qu'il faut, je vais prendre les compléments alimentaires, je vais prendre les huiles, je vais tout prendre, je vais suivre au mot près tout ce qu'on va me dire pour avoir le résultat le plus optimal possible. Donc aussi évidemment en sortant de l'opération, on m'a mis des bandages etc. pour maintenir eh bien, à la fois mon crâne et puis en même temps parce qu'il allait y avoir du produit qui allait encore partir, qui allait sortir de mon crâne, le produit anesthésiant, donc c'était aussi pour protéger tout ça. On m'a vraiment en fait tout donné, tout expliqué, donc je vais pas rentrer trop dans les détails puisque sinon cette vidéo va durer 2 heures, mais vraiment j'avais toutes les consignes qu'il me fallait afin de gérer au mieux eh bien, les prochains jours, les prochaines semaines de cette greffe de cheveux. On me raccompagne à ma chambre d'hôtel, je retrouve les amis entrepreneurs, ils nous avaient réservé donc une super chambre d'hôtel avec plusieurs chambres etc. Donc ça c'était cool. Moi j'ai choisi de prendre la plus petite chambre avec le plus petit lit parce que une des recommandations principales c'était de dormir sur le dos. Donc ce qui est bien c'est qu'il donne un coussin exprès, mais dans le petit lit voilà c'était plus pratique, ça évitait de se tourner. Et puis voilà, je suis rentré, j'ai pu manger, j'ai pu me reposer. La première nuit est passée, honnêtement j'ai quand même bien dormi puisqu'il y avait beaucoup de fatigue cumulée et le dimanche, donc jour d'élection, j'ai pu me reposer directement à l'hôtel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pu partager mes stories là-bas, donc évidemment si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi sur Instagram évidemment, je vous mets le lien juste en dessous en description. Voilà, je partage très souvent un petit peu mon quotidien d'entrepreneur, mes différents projets, tout ça, et là notamment je partageais un petit peu mon quotidien directement à Istanbul. Et puis le lundi, donc le surlendemain, voilà, l'opération je le rappelle était le samedi, le dimanche, jour d'élection, je me suis reposé et le lundi, en fait, on est retourné en France. Donc j'ai pu le lundi soir rentrer chez moi, mais quand même avec quelques petits changements, du moins pendant les premières semaines. Donc c'est là où on entre dans une phase qui est différente. L'opération est passée, la fatigue principale liée à l'opération est passée, mais eh bien ce mois de juin, dans mon cas, eh bien a été principalement dédié à la récupération de mon opération de greffe de cheveux. Tout d'abord j'avais des médicaments, c'est-à-dire que matin, midi et soir, j'avais différents médicaments à prendre. J'avais aussi autour de mon crâne ce cher petit bandeau que j'ai gardé en souvenir, que j'ai réussi à enlever sans le couper, voilà, que vous voyez ici. Je vous mettrai une photo en même temps, voilà, j'avais un look de judoka avec ça. Ce bandeau, je l'ai eu en fait le lendemain. Je ne l'ai pas précisé, mais le lendemain de l'opération, donc le dimanche, et Mustapha, donc, qui est le bras droit de Ali, qui est venu exceptionnellement, puisqu'on était dimanche, il est venu m'aider à faire mon premier soin. Je vais aussi vous en parler, il y a un soin à faire. Et il m'a aidé à enfiler ce bandeau-là, bandeau que j'ai dû garder quelques jours. Donc j'avais ce bandeau, en fait le bandeau ça sert à quoi? Ça sert à maintenir, donc ça sert fort, hein, mais ça sert surtout à maintenir en fait les œdèmes en haut du crâne, afin de ne pas gonfler en bas du crâne. Donc j'avais quand même au début le crâne gonflé, mais ça ne descendait pas, d'où l'intérêt du bandeau. À ce moment-là, j'ai également aussi un shampoing à faire tous les matins, donc une sorte de soin, de bien frotter, de bien nettoyer mon crâne, qui durait à peu près 20 minutes à chaque fois. Il fallait laisser reposer le produit, il fallait nettoyer, etc. Je devais aussi me laver, donc là je continue à le faire, mais tous les jours avec un shampoing spécial, donc un shampoing qui m'a été fourni par la clinique et que j'ai pris en plus en option dans le kit. Donc ça c'est pas indispensable, mais en tout cas moi je l'ai pris en plus, c'est quand même bien. Et puis plein de choses à faire. Par exemple au bout de 10 jours, je devais faire tomber les croûtes en fait qui étaient liées du coup à l'opération, car un peu comme un tatouage en fait, hein, ça fait après des croûtes, après que la peau a été on va dire attaquée. Donc voilà, il y a toute une liste d'étapes, mais voilà, c'est pas non plus impossible à faire. Je veux dire, même si vous avez un travail à côté, vous pouvez prendre vos médicaments le matin, le midi et le soir. La journée, bon par contre,
c'était un peu fatigant. J'étais quand même assez fatigué en règle générale de l'opération. Le mois de juin, globalement, a été un mois assez compliqué pour moi. Le plus compliqué, c'était la nuit, vraiment. Au bout d'un moment, au bout d'une semaine de dormir sur le dos, pas facile de trouver la position pour dormir. C'est pas trop facile parce que on a tellement mal en fait à l'arrière du crâne que si on touche l'oreiller, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Et même encore quelques semaines après, même plus d'un mois après l'opération, j'avais encore mal là, derrière le crâne. Là, j'ai plus mal, c'est passé heureusement. Ça reste encore assez douloureux au niveau de la zone donneuse ici, puisque voilà, c'est quand même, comme j'ai dit, un acte de chirurgie. Et sinon, globalement, j'avais toujours un petit peu de douleur quand même au niveau du crâne. Ça a duré, je dirais bien 2 semaines à peu près. Après l'opération, c'est clairement supportable, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me cogner la tête à un endroit et me dire ah voilà, c'est un peu embêtant. Donc surtout à retenir après l'opération, les 10 premiers jours, il faut vraiment faire hyper attention puisque c'est durant ce laps de temps que les greffons vont vraiment s'implanter dans le crâne. En fait, c'est vraiment là où il faut être très prudent. Il faut évidemment éviter le soleil pendant 1 mois, interdiction de se baigner, interdiction de faire du spa, du hammam, du sauna, ce genre de choses. Donc, il y a pas mal quand même de contre-indications. Dites-vous que pendant 1 mois, globalement, vous allez vous restreindre pas mal. Il ne faut rien mettre sur sa tête aussi. Moi, je pensais que voilà, au bout de 3-4 jours après l'opération, j'allais pouvoir mettre mon chapeau. Mais en fait, non, je ne pouvais même pas. Donc voilà, techniquement, en fait, je n'ai rien mis. Dites-vous que pendant 10 jours, il faut faire très attention. Et donc, c'est qu'au bout de quelques semaines qu'on peut, par exemple, aller un peu chez le coiffeur. Donc là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai pu aller chez le coiffeur. Il m'a coupé les cheveux courts sur les côtés derrière parce que ça me faisait un truc bizarre, hein. J'avais les cheveux hyper longs sur les côtés et derrière, ça avait bien repoussé. Mais par contre devant, bah voilà, comme vous voyez, j'ai plus beaucoup de cheveux. Voilà donc pour les consignes post-opératoires. De toute façon, si vous faites l'opération, vous allez avoir un suivi. Et puis Ali, en fait, vous suit, je crois, pendant 1 an à peu près. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des questions. J'ai directement envoyé en fait sur WhatsApp un message à Ali et directement, il a su me répondre. Donc ça, vraiment, c'est top. Il n'y a rien à dire. Tourisme Médical pour ça, ils ont vraiment été vraiment top. Hein. Il n'y a rien eu à dire. Et ouais, vraiment, quoi dire de plus? Je sais qu'en cas de problème, si j'ai quoi que ce soit, j'envoie un message, il me répond dans l'heure. Et derrière, je sais qu'il y a un suivi. Et ça, c'est quand même hyper important de se sentir accompagné, surtout après avoir suivi ce genre d'opération. Voilà un petit peu comment s'est passé mon opération de greffe de cheveux. Alors concrètement au niveau du bilan, si c'était à refaire, est-ce que je le ferais? La réponse est oui, vraiment je le ferais. La seule condition, ça serait peut-être de faire justement l'anesthésie un peu plus poussée pour ressentir moins la douleur. Parce que dans mon cas, ça a quand même été, je trouve quand même assez dur. Voilà, moi j'aurais préféré dormir ou quasiment rien ressentir en termes de douleur, ça aurait été quand même plus agréable. Là, vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi en fait j'ai vraiment plus de cheveux en fait sur la tête. En fait, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le choke loss. C'est une étape qui intervient entre 1 mois et 4 mois post-opératoire. Et en fait, à ce moment-là, je perds mes cheveux. En fait, ils vont tout simplement tomber pour mieux repousser derrière. Donc, en fait, c'est normal. C'est normal que là, je n'ai plus quasiment de cheveux et que, en fait, j'ai l'impression d'avoir une énorme calvitie. Mais ça va repousser. On fera le bilan dans quelques mois. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ici 6 mois, 1 an. Mais en tout cas, le résultat définitif d'une greffe de cheveux, c'est 1 an après l'opération. Donc, je sais que avant, je n'aurai pas le résultat définitif avant le mois de juin 2024. Donc, j'ai encore le temps. Il reste 10 mois. Mais je commencerai déjà à avoir un résultat plus que correct à partir de 6 mois en fait, après l'opération. Donc dans encore 4 mois, oui, il me reste encore 4 mois, mais fin d'année, j'aurai vraiment déjà un très bon résultat. C'est en fait tout simplement le temps que les cheveux se refassent et en fait repoussent et que tout en fait rentre, on va dire, en ordre après le désordre qui a créé cette opération. Mais en tout cas, voilà, à la fin, je pense que le résultat sera très satisfaisant. Et si évidemment vous êtes abonné à la chaîne YouTube, que vous regardez mes vidéos, eh bien vous verrez mes cheveux pousser au fur et à mesure. Donc ça aussi c'est bien et vous pourrez comme ça voir le bilan au fur et à mesure. Et donc la question, vous allez vous poser combien ça a coûté l'opération. Alors je ne vais pas vous donner un montant exact puisqu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. L'opération en elle-même, il faut compter entre 2 et 3 000 euros. Ça dépend en fait des différentes options. Il y a par exemple l'option du kit de soins. Il y a l'option de l'anesthésie. Ça, ce sont des options qui peuvent fluctuer sur le prix. Et puis là-dedans, je n'ai pas compté le vol aller-retour, donc qui n'est pas compris. Après, un vol aller-retour de mémoire pour aller de France en Turquie, ça dépend après de la saison, etc. Mais c'est à peu près aller-retour, ça doit être 250 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus excessivement cher. Et sur place, il faut compter vos repas. Alors en Turquie, l'avantage en Turquie, c'est que Uber Eats, il vous livre H24. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez à n'importe quelle heure. Ça, c'est incroyable. Au niveau des prix, par contre, c'est à peu près pareil qu'en France, à Istanbul, de ce que j'ai vu.
Nous, on s'était fait livrer des sushis, on en a facilement pour 40 € à deux. Donc voilà, au niveau des prix, c'est à peu près comme en France. Alors, je tiens aussi à le préciser, mais l'hôtel et le transport, c'est valable pour 2 personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez par exemple y aller avec un ami, votre compagne par exemple, c'est à vous de voir. Donc ça, voilà, ça va pas être plus cher, vous aurez juste en fait à payer un vol en plus et vous paierez plus cher en termes de repas. Mais si vous y allez par exemple à 2, je pense qu'il faut prévoir un budget autour des 3 000 € minimum jusqu'à 3 500 € grand max. Si vous voulez un petit peu sur place aussi ramener un ou deux souvenirs vite fait avant de repartir en France, ou si tout simplement vous voulez vous faire un peu plaisir sur place. Il y a différentes possibilités, mais ça va dépendre après des options que vous prenez qui sont liées à l'opération. Donc voilà pour cette longue, très longue, trop longue peut-être vidéo sur la greffe de cheveux en Turquie. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de complet afin d'aider un maximum de personnes qui hésiteraient à faire cette opération ou du moins qui se poseraient des questions. Est-ce que c'est bien voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet. Souvent les vidéos montraient juste un peu comment ça se passe mais ça rentrait trop dans les détails. Là je sais que moi c'est vraiment très complet. Je voulais vraiment aller au bout des choses. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé à vous convaincre dans votre choix de faire ou pas l'opération. Et puis, ce n'est pas tout. Si vraiment vous êtes intéressé pour faire cette opération et si vous souhaitez passer par la même clinique par laquelle je suis passé, c'est-à-dire Touris Medica, eh bien, avec le gérant de Touris Medica, on vous a préparé un petit truc sympa. Juste en dessous, donc le premier lien dans la description, on vous a préparé un lien spécifique qui va rediriger après vers Ali. Mais voilà, je me suis dit, si je fais une vidéo sur le sujet, ça serait quand même pas mal de faire un cadeau, de faire une offre aux personnes qui vont découvrir, qui vont déjà me découvrir via cette vidéo et qui vont découvrir la clinique. Donc, j'ai un petit partenariat avec lui avec ça. Vous cliquez donc sur le lien. Si vraiment vous êtes intéressé, vous arriverez sur une page, vous rentrez juste votre adresse mail et votre numéro de téléphone et ensuite directement, eh bien, vous pourrez rentrer en contact avec la personne donc qui gère la clinique et qui va pouvoir vous renseigner. Et puis voilà, vous aurez un petit cadeau. Vous verrez ça avec lui. On est encore en train de voir ce qui sera le mieux à vous proposer. Mais en tout cas, voilà, passez vraiment par le lien juste en dessous. N'allez pas directement sur le site de la clinique et dites voilà, je serai intéressé. Passez vraiment par ce lien dans la description et comme ça, vous pourrez bénéficier d'une remise, d'un bonus, d'un cadeau, de quelque chose. Ça sera directement à voir avec la clinique directement. C'est aussi un moyen de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, donc jusqu'à la fin. Et évidemment, si vous avez des questions très techniques, eh bien, je vous invite une fois de plus à passer par ce lien et directement à voir avec la clinique directement, car ils sauront bien mieux vous renseigner que moi en termes de technique. Si après vous avez des questions directement, si vous souhaitez échanger avec moi sur ça ou même sur d'autres sujets, le moyen le plus simple de me contacter, c'est sur Instagram. Vous aurez également le lien en description. Vous m'envoyez un petit message, vous me dites voilà, je t'ai vu sur cette vidéo, etc. J'ai 2-3 questions à te poser. Et voilà, je réponds à la plupart des messages, sauf quand j'en reçois beaucoup. Après, j'essaie de m'arranger, mais voilà, il n'y a pas de souci. J'essaierai évidemment de répondre à vos questions. Et puis voilà, bah écoutez, on a fait le tour sur cette vidéo de greffe de cheveux en Turquie. Donc, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Oui, même si voilà, vous me découvrez par le biais de cette vidéo, si la liberté vous intéresse, si développer une activité sur Internet vous intéresse également, vous êtes au bon endroit évidemment. Je partage beaucoup de contenu sur ce sujet-là qui me passionne et qui est mon activité maintenant depuis plusieurs années. Donc n'hésitez pas à vous abonner, évidemment à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo pour améliorer le référencement de celle-ci et puis également de soutenir mon travail. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions, l'espace commentaire en dessous est fait pour ça. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 choses. La première, peut-être si vous avez décidé de franchir le pas, eh bien beau courage et peut-être d'avance bonne opération. Et sinon, pour tous les autres, une seule chose, à votre succès.